Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 11 juin 2026, il est 13h05 et nous allons aborder un sujet qu'on peut qualifier de grave, très important et même alarmant. Une récente enquête de l'INSEE nous annonce, donc si bien de l'INSEE, nous annonce que la démographie française va évoluer, que la population va baisser et que évidemment cette évolution ou cette régression démographique va entraîner, bien entendu, des complications, pour ne pas dire d'une certaine façon peut-être une probabilité de chaos. Je reçois pour en parler Nicolas Pouvremonti, que vous connaissez bien sur cette antenne, qui est venu nous parler souvent. Il est directeur de l'Observatoire de l'immigration et la démographie, donc c'est un sujet qui n'est pas nouveau, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, qui interpelle les Français, qui interpelle la classe politique. Et puis nous aurons un appoint d'avis à 13h30 avec l'économiste Thibaut Prébet, qui lui a écrit Démographie, la bombe tranquille. Vous voyez, entre les deux titres, voilà, l'immigration, mythe et réalité de Nicolas Pouvremonti et Démographie, la bombe tranquille, on voit bien qu'il y a un problème avec deux analyses complémentaires. Nicolas Pouvremonti, merci d'être à l'antenne avec nous en studio. Dites-moi, l'oiseau de mauvais augure que vous étiez, qui nous racontiez des choses terribles, très inquiétantes sur la démographie et l'immigration, qui s'est fait montrer du doigt, traité de xénophobie, agent d'extrême droite, j'en passe et des meilleurs. Finalement, l'INSEE vous donne un petit peu raison, quelque part. Vous n'êtes pas si de mauvais augure que ça. Vous aviez ferré quelque chose ou vous avez simplement fait votre travail? Écoutez, alors, si on veut être complètement juste envers l'INSEE, par définition, les projections démographiques se trompent toujours. Ça fait partie de leur nature. Quand on projette une situation, il est vrai néanmoins que les dernières projections de l'INSEE qui avaient été publiées avant celle-ci, avant celle dont nous parlons aujourd'hui, qui date d'il y a 5 ans, avaient été très clairement d'un optimisme exagéré quant aux perspectives de la fécondité et de la natalité en France. D'où cette mise à jour, effectivement, avec un scénario central dans lequel l'INSEE nous explique que l'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme, descendrait autour de 1,45 enfants par femme. Pour mémoire, on était encore à 2 enfants en France en 2010, donc il y a eu un décrochage très rapide. On était à 1,56 l'an dernier et on serait à 1,45 demain. Et en 70, on était à 4,5, je crois, quelque chose comme ça, formidable. En 1970 ? Oui. Non, on était encore au-dessus des deux, mais on était sur la fin du baby-boom et on était au-delà du seuil de renouvellement. Ça doit être après la guerre. Je pense que c'était après la guerre, on était dans les années 50, 1950. Absolument, c'est ça, on était au-dessus de 3 pendant ça. 4,5, alors là, on était tranquille, évidemment. Et il y a eu, effectivement, un décrochage très fort de la natalité depuis 2010. Alors, le décrochage en France, il s'inscrit dans une dynamique constatée dans tous les pays développés. Il y a vraiment une chute de la fécondité qui a des raisons structurelles qui sont les mêmes un peu partout. Le report de l'âge au premier enfant. Aujourd'hui, une femme en moyenne a son premier enfant autour de 30 ans contre 24 ans dans les années 70. Le changement des modes de vie et notamment le déclin de la conjugalité. Étonnamment, comme on vit beaucoup moins fréquemment en couple dans tous les pays occidentaux, on a aussi moins de chances d'avoir des enfants. Des éléments liés au mode de vie, à des préférences individuelles, liées aussi au fait qu'on vit de plus en plus loin du lieu où on travaille, un changement complet des modes de vie. Donc ça, c'est structurel. En revanche, c'est vrai qu'en France, on s'en sortait plutôt pas mal par rapport à nos voisins jusqu'aux alentours de l'an 2010. Et dans les années 2010, il y a eu un ensemble de choix politiques qui ont été mis en œuvre, de rupture avec ce qui relevait du modèle français de la politique familiale, avec notamment cette idée qu'on devait transformer la politique familiale en une simple politique sociale de redistribution. Vous savez, on a conditionnalisé les allocations familiales aux revenus, on a raboté le quotient familial. Monsieur Hollande. Absolument. Et évidemment, si ces mesures à elles seules n'expliquent pas le décrochage, il est évident qu'elles ont eu un impact qui est d'ailleurs attesté par des études scientifiques menées dans la situation française. Et donc la question de la responsabilité du politique sur un sujet qui est aussi culturel et intime est très clairement posée. La projection de l'INSEE donne des chiffres qui sont à cette heure-ci très précis. La France compterait dans 44 ans 65,9 millions d'habitants, soit 3,2 millions de moins qu'en 2026 de cette année. Ça veut dire quoi, 3,2 millions d'habitants en moins? Il y a des implications. On se dit c'est bien la démographie, parce qu'on a peur de la démographie mondiale. Voilà. Oui. C'est un chiffre énorme, 3,2 millions. C'est une baisse qui serait absolument historique en temps de paix, très clairement dans l'histoire de France. Et il y aurait à la fois cette baisse globale de la population que vous décrivez, mais il y aurait aussi un remaniement général de la pyramide des âges. C'est-à-dire que dans cette France redescendue à 66 millions d'habitants, la part des personnes âgées de 65 ans et plus serait beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Et ça pose évidemment un ensemble de questions.
pour la plupart de nos dispositifs de solidarité. C'est même un taux de plus de 80 ans qui battrait tous les records. C'est ça, et par ailleurs, qui évidemment, va arriver assez vite, je crois. Le très grand âge, tout à fait, parce que l'espérance de vie devrait continuer à augmenter, et c'est évidemment plutôt une bonne nouvelle en soi, mais il se trouve que nos systèmes sociaux ont été conçus à une époque où la pyramide des âges était vraiment une pyramide, c'est-à-dire avec un socle très large de jeunes et une petite pointe de gens qui arrivaient jusqu'à l'âge de la retraite. Aujourd'hui, on va plutôt vers une pyramide renversée, une sorte d'entonnoir finalement, avec de moins en moins de classes d'âge jeunes, de moins en moins de personnes qui entrent sur le marché du travail, qui entrent dans les classes d'âge actives, et une population âgée de 65 ans et plus qui correspond globalement aujourd'hui à l'âge de la retraite, qui a vocation à continuer à croître. Donc ça pose des questions pour le système de retraite, ça pose aussi des questions pour le système de santé, parce qu'une population plus âgée, c'est aussi une population qui consomme plus de soins, c'est normal, et c'est vraiment une révolution à laquelle on a trop tardé à se préparer, et à laquelle on a aussi trop tardé à tenter d'apporter des réponses politiques. Mais, bonne nouvelle, il y a l'immigration. On nous annonce qu'on pourra compenser les bébés que nous ne faisons pas par ceux qui viennent de l'extérieur. Alors, immigration, mythe et réalité, c'est le thème de votre livre, c'est votre axe central. Est-ce qu'en partie, oui, une immigration choisie pourrait, j'allais dire, colmater une partie de la brèche, ou non, il faut vraiment que ce pays ait une politique de natalité et de fécondité très concrète et très différente de ce qu'elle applique jusqu'à présent. Structurellement, il me semble qu'il y a 3 écueils majeurs dans cette idée de l'immigration comme solution miracle, comme palliatif absolu à la dénatalité. D'abord, le fait qu'on le fait déjà, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui en France plus de 30% des naissances qui sont issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne, une part de naissances issues de l'immigration qui a beaucoup augmenté depuis les années 2000. Ça, ce sont vos dernières statistiques? Absolument, qui sont fondées sur les données de l'INSEE. Et elles s'avèrent réelles. Elles sont complètement exactes. En l'occurrence, elles viennent des recensements de l'état civil. L'INSEE, vous savez, suit les naissances par lieu de naissance des parents, en l'occurrence. Et on sait que depuis l'an 2000, le nombre de naissances d'enfants dont les 2 parents sont nés en France a baissé de 28%, alors que le nombre de naissances dont les 2 parents sont nés hors de l'Union européenne a augmenté de 73%. Donc il y a une natalité native qui se rétracte. C'est sans appel. C'est sans appel. Et une natalité issue de l'immigration qui est très dynamique, parce que augmentation de l'immigration et aussi parce que plus fort indice de fécondité de certaines populations immigrées. Donc on le fait déjà. 2, les réserves démographiques au niveau mondial sont en train de s'épuiser parce que l'Europe n'est pas la seule zone du monde, loin s'en faut, à connaître cet hiver démographique. Alors la France n'est pas la seule. Dans l'Europe n'est pas la seule. Absolument. L'Europe est vraiment l'une des pointes extrêmes du phénomène avec l'Asie de l'Est, avec des pays comme la Corée du Sud, par exemple. Le cas pire, c'est quoi? Corée du Sud, Espagne ou Italie, je crois. C'est ça. L'Espagne est aujourd'hui à 1,1 enfants par femme, oui. L'Italie à 1,2, et la Corée du Sud est autour de 0,8. Donc c'est l'un des indices les plus faibles du monde. Il y a plus de vieux qui survivent que de jeunes que de bébés qui naissent. Quoi. Oui, mais si on peut le présenter comme ça. Et aujourd'hui, en France, déjà, depuis l'an dernier, il y a plus de décès que de naissances. C'est un renversement historique. Oui, c'était l'an dernier que c'est arrivé. Tout à fait. Donc, les réserves démographiques s'épuisent, y compris d'ailleurs dans nos zones traditionnelles d'immigration, si je puis dire. L'indice de fécondité en Tunisie, il est descendu à 1,6 enfants par femme l'an dernier. Il est passé sous les 2 enfants par femme au Maroc. Il reste un peu plus élevé en Algérie. La seule zone du monde qui va garder durablement un surplus démographique, pour employer cette expression un peu malheureuse, c'est l'Afrique subsaharienne. C'est là où justement il faudrait qu'elle soit jugulée pour des raisons de sociales et des raisons alimentaires. C'est ça pose à la fois la question du besoin qu'ont les populations de se fixer sur place pour assurer le développement des pays, mais ça pose aussi la question du profil de l'immigration en provenance de cette zone, qui est marquée globalement par ce qu'on appelle un faible niveau de développement humain, c'est-à-dire faible niveau du système de santé, faible niveau du système éducatif, défaillance du système éducatif, faible niveau de revenus, et donc ça pose toutes les questions d'intégration qu'on devine, non seulement qu'on devine, mais qu'on constate si demain on souhaitait recourir massivement à cette zone qui sera la seule à continuer à faire beaucoup d'enfants dans les décennies qui viennent. Et puis enfin peut-être un 3e point, même dans l'hypothèse où on effacerait ces 2 premiers arguments, l'immigration comme palliatif à la dénatalité, c'est une solution sans fin. Il y a de ça un peu plus de 20 ans, les Nations Unies avaient produit un rapport dont le titre lui a valu une certaine carrière sur Internet ces dernières années, qui était titré « Rapport sur les migrations de remplacement ». Donc on a dit l'ONU promeut le grand remplacement, c'est pas du tout le cas. Non. Simplement, il y avait le mot remplacement quand même dedans. C'est ça. Simplement, les Nations Unies avaient cherché à faire un exercice de projection pour savoir quels seraient les flux migratoires nécessaires dans les pays développés pour maintenir le ratio population de plus de 65 ans, population d'âge actif stable. Et dans un pays comme la France, sur 50 ans, ça impliquerait une immigration nette de 90 millions de personnes. Parce que les immigrés, même quand ils travaillent, vieillissent et ont droit à une retraite, et c'est très heureux. Évidemment. Et c'est très heureux, mais donc il faut faire rentrer de nouveaux travailleurs pour payer la retraite des anciens travailleurs immigrés. C'est une sorte de pyramide de Ponzi. Et au mieux, c'est un pansement à dénatalité, mais ça n'est certainement pas une solution de long terme.
Qui pour peupler la France dans 50 ans et même avant, et qui pour cotiser et assurer la pérennité de notre système social et de notre système de retraite. J'en discute avec Nicolas Pouvremonty, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, auteur d'Immigration, mythe et réalité. Vous avez vu que le débat est concret, très précis. Nous débattons parce que l'INSEE vient d'envoyer des chiffres que l'on peut qualifier d'alarmants, et on essaie de les décrypter avec Nicolas Pouvremonty. Vous nous appelez bien entendu au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. Je sais que vous avez des choses à dire là-dessus, je sais que vous avez votre opinion, je sais que vous avez envie d'intervenir, et ici c'est le parlons vrai, on ne se cachera pas la face, mais peut-être que le moment est venu de dire les choses telles qu'elles sont et de mettre les points sur le i, comme le Monty de Nicolas Pouvreau, qui nous permet de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, la France dans tous ses états. Sud Radio. La France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Nicolas Pouvremonty, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, pour commenter et décrypter les résultats de cette étude de l'INSEE qui annonce une régression de la démographie en France dans 70 ans, moins 3 millions d'habitants, voilà. Mais d'ores et déjà, Nicolas Pouvremonty, l'INSEE les révèle, ça ne sort pas d'hier. On a l'impression qu'ils découvrent tout d'un coup une situation qu'ils avaient peut-être sous-estimée. C'est un organisme très, très, très sérieux. Il y a un autre organisme qui s'appelle l'INED, qui lui est beaucoup plus politisé, si je puis dire, et qui a des analyses. Malgré tout, et vous-même, je fais allusion à votre rapport que vous avez publié il y a quelques semaines, il y a quelques mois, qui a provoqué, il faut dire ce qui est, un scandale dans une partie de la classe politique française. Vous annonciez, vous étiez la petite fille d'Andersen qui disait que le roi était nu. Voilà, et en général, c'est très dangereux de dire que le roi est nu. Et là, vous avez l'INSEE qui dit, le roi est pas nu, mais il va être à poil assez vite, finalement. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit peu occulté ces chiffres, ou les avoir atténués de façon très officielle, ou est-ce qu'il y a des façons de les lire qui fait que, mais c'est pas si grave que ça, il y aura forcément une solution. Oui, on se cache la face. Bien sûr, je dirais qu'il y a un mélange de deux raisons. Une part, effectivement, d'aveuglement idéologique que vous décrivez. Dans une part des institutions que vous venez de citer, notamment l'INED, on se garde depuis très longtemps de tout ce qui pourrait être perçu comme un discours dit nataliste, comme on se garde de nourrir toute forme d'inquiétude. Extraordinaire. Alors que c'est pour le coup plutôt l'origine de l'INED. L'INED, qui a été créé après 45, a été pensé pour... Rappelez-nous ce qu'est l'INED. L'INED, c'est l'Institut National des Études Démographiques. C'est absolument, qui est une institution de recherche publique qui traite de ces questions de population. Organisme public, on est d'accord. Organisme public, effectivement, qui a été créé après-guerre, avec notamment la volonté de comprendre et de soutenir la dynamique démographique de la population française. Depuis, on se méfie fortement, parce qu'il y a eu de grands mouvements à l'INED dans les années 80-90, avec un certain nombre de figures qui se sont élevées contre ce qu'on appelait l'obsession nataliste. Donc il y a très clairement cet aveuglement-là qui est très présent. Et il y a peut-être un deuxième facteur d'explication qui là n'est pas complètement de la responsabilité de ces institutions, qui est la rapidité du décrochage français. C'est-à-dire que depuis 2010, nous avons perdu plus de 20% de nos naissances chaque année. Ça s'accélère. Absolument. Par rapport à 2010, on a perdu quasiment 200 000 naissances. On a maintenant un nombre de naissances qui est le plus bas, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons un indice de fécondité, c'est-à-dire un nombre moyen d'enfants par femme, qui est le plus bas depuis la Première Guerre mondiale. Et c'est un décrochage d'autant plus spectaculaire que pendant assez longtemps, la France faisait plutôt bonne figure sur ces questions démographiques, au milieu de difficultés structurelles de l'Europe sur ce plan-là. Il y a beaucoup de pays d'Europe qui sont plongés dans ce qu'on appelle l'hiver démographique, c'est-à-dire le fait que structurellement, on fait moins d'enfants que ce qu'il faudrait pour renouveler naturellement les populations. Et donc la rapidité du phénomène, accélérée par certaines des décisions politiques dont on a pu parler, a sans doute surpris une partie des observateurs. Nicolas Pouvremonty, est-ce que je peux vous poser brutalement la question d'un néophyte, mais elle m'a l'air comme ça assez évidente. Vous me dites 200 000 naissances en moins, et j'apprends qu'il y a 450 000 étrangers qui arrivent tous les ans. Je suis pas mathématicien, mais ça va pas faire le compte à un moment donné, ça. Ou est-ce que c'est une très mauvaise lecture? Faut pas regarder les choses comme ça. Non, mais ou est-ce que j'ai le droit de vous poser la question? Vous pouvez absolument me la poser. Aujourd'hui, si la population française continue de croître légèrement, et si elle devrait, selon le scénario de l'INSEE, continuer à croître jusqu'en 2037 environ, pour atteindre quasiment 70 millions d'habitants, elle ne le devrait qu'à la poursuite d'une immigration nombreuse. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, on a besoin en France de plus de cercueils que de berceaux, et donc l'augmentation de la population est portée par ces flux migratoires qui ont pris une ampleur inédite depuis 25 ans.
évidemment, ça pose beaucoup de questions. Avec des provenances géographiques très précises. Il y a toujours eu des flux migratoires en France, et la France est faite de flux migratoires. On est d'accord. Depuis la civilisation gallo-romaine. Mais tant sur le plan des nombres que sur le plan effectivement de la structure géographique, l'immigration que nous recevons aujourd'hui est absolument inédite. Elle marque une rupture beaucoup plus qu'une continuité. Maghrébine et subsaharienne. Oui, c'est-à-dire que on a la moitié des immigrés en France qui sont d'origine extra-européenne, très forte poussée de l'Afrique subsaharienne effectivement depuis l'an 2000, maintien à un niveau très haut du Maghreb. C'était vos statistiques. Tout à fait, absolument. Mais cette idée très mathématique qu'on peut remplacer des enfants qui ne naissent pas en France par de l'immigration, d'abord c'est avoir une vision des réalités humaines qui est un peu simpliste. Les personnes ne sont pas interchangeables, les peuples ne sont pas interchangeables, et un pays qui choisirait de faire ses enfants par d'autres pays mettrait assez gravement en péril à la fois sa capacité de continuité dans l'histoire et même sa capacité de cohésion sociale. Mais par ailleurs, c'est un palliatif qui est sans fin, et qui est sans fin parce que il faut toujours apporter de nouveaux immigrés pour payer les retraites de ceux qui sont entrés précédemment, sachant que les immigrés en France font en moyenne plus d'enfants que les natifs. L'indice de fécondité des femmes nées au Maghreb et qui vivent en France est supérieur de moitié à celui des femmes nées en France. C'est le double pour les femmes d'Afrique subsaharienne, mais ça baisse assez vite à la deuxième génération, et même dans une logique purement mathématique où on mettrait de côté tous les enjeux culturels, sociaux, peut-être même civilisationnels, ça ne marcherait pas. Nicolas Vouvron-Monty, vous vous rendez compte de l'ampleur de la démission? On fait fabriquer à des pays dans le sud-est asiatique des biens de production qui ruinent nos industries et détruisent nos emplois, mais on délègue. Et puis la grande distribution les importe parce que c'est pas cher. Formidable, on ruine la France. Et là, on délègue à des étrangers de faire les enfants que nous ne faisons pas. Vous vous souvenez de la phrase du général de Gaulle: il faut donner l'indépendance à l'Algérie, sans quoi mon village ne s'appellerait plus Colombey les deux églises, mais Colombey les deux mosquées. Là, tel que je suis en train de décrypter les chiffres de l'INSEE, ça sera peut-être pas Colombey les deux mosquées, mais ça sera Colombey la mosquée et le clocher. Voyez, on est en train quand même de modifier le paysage démographique français. Alors, l'intégration marcherait, il y aurait aucun problème. Je ne parle même pas d'assimilation. La machine à intégrer qu'est l'école de la République marcherait, elle ne marche pas. Je suis désolé, Nicolas Vouvron-Monty, on va dans le mur là. Dites-moi franchement, ici c'est le parle vrai. On a atteint un niveau de saturation dans notre système migratoire et donc aussi dans nos politiques d'intégration qui fait que rien ne pourra s'arranger si la pente continue. Alors, la pente n'a rien de naturel. Il n'y a pas de fatalité dans nos politiques d'immigration. Ce sont des choix politiques qui peuvent être changés. Mais si on prend effectivement qu'un exemple qui est celui de l'école, aujourd'hui, vous avez au niveau national plus de 20% des élèves de CM1 qui ne parlent jamais ou seulement parfois le français à la maison. Je parle pas de ceux qui parlent le français et un peu une autre langue. Je parle de ceux qui ne le parlent jamais ou peu. 20% en moyenne, ça veut dire 40, 50, 70% dans certaines classes. Ça pose évidemment des difficultés en chaîne dans la mécanique de l'enseignement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu d'autres questions que l'immigration qui engagent aussi largement l'avenir du pays, sa capacité à se projeter dans l'avenir, parce que un pays qui devient méconnaissable à lui-même ou qui craint de le devenir demain, c'est un pays qui n'envisage pas son avenir collectif. Et il y a sans doute à terme aussi peu d'autres questions qui mettent en cause jusqu'à la capacité à vivre dans une forme de paix civile. Et il me semble que c'est pour ça qu'on doit réussir à faire en sorte collectivement que cette question soit à la fois discutée et tranchée clairement lors de l'élection présidentielle, parce qu'une présidentielle, c'est fait notamment pour traiter de ce genre de grandes questions nationales. Plus ça va, plus on suppose que le clivage va se poser de façon peut-être violente, en tout cas tendue, dans le débat de l'élection présidentielle, ça c'est clair. Et pour ça, un certain nombre de nos voisins européens servent d'éléments d'avertissement. Il faut voir ce qui se passe au Royaume-Uni. Vous voyez, les Britanniques en manifestation massive. Les Britanniques en 15 ans ont voté 5 fois pour une réduction drastique de l'immigration. Ils ont donné 4 majorités électorales au Parti conservateur, qui s'est fait élire sur cette promesse. Et ils ont voté pour le Brexit, qui, quoi qu'on en pense, s'était fait d'abord sur la promesse d'une reprise en main de l'immigration. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une immigration record, parce que les gouvernements post-Brexit ont fait un peu n'importe quoi sur la question. Immigration nette de 2 millions de personnes en 3 ans au Royaume-Uni, entre 2022 et 2024. Même en France, on n'a pas connu ça. Et ce sentiment de trahison démocratique, qui génère le genre de discorde civile qu'on voit aujourd'hui au Royaume-Uni, il arrivera évidemment en France si on ne traite pas cette question comme on traite normalement les questions politiques, par la voie démocratique, par la voie parlementaire et peut-être par la voie du référendum. Car bien entendu, les détracteurs du Brexit se réjouissent de dire regardez, la situation est catastrophique, parce que un des éléments fondamentaux du Brexit, qui était cette protection contre une immigration non choisie, est en train d'avoir des effets calamiteux sur l'économie de Grande-Bretagne. Je reçois Nicolas Vouvron-Monty, il est bientôt 13h30 sur Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous allons avoir le point de vue dans quelques instants de Thibaut Prébet, qui est un économiste, auteur de Démographie, la bombe tranquille, entre Démographie, la bombe tranquille et Immigration,
réalité, on va avoir une synthèse qui va être très intéressante. Vous nous appelez au 0826 300 300. Dès 13h30, vous avez la parole et vous prenez possession de cette émission. On a évidemment impérativement besoin de votre avis et je sais qu'il sera pertinent et Nicolas Pouvremonti y répondra avec la ferveur et la pertinence qu'on lui connaît. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, la France dans tous ses états. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h32, vous avez la parole, vous qui nous écoutez. Bien entendu que le thème dont nous débattons avec Nicolas Pouvremonti vous passionne, vous interpelle, vous inquiète. La démographie en France, la natalité, 3 millions d'habitants en moins dans 50 ans. Et évidemment des conséquences économiques et sociales absolument tragiques si rien n'est fait pour, j'allais dire, pallier à ce problème. Nous sommes en ligne avec l'économiste Thibaut Prébet, auteur de Démographie, la bombe tranquille. Vous voyez, je disais bonjour Thibaut Prébet, avec le titre Immigration, mythe et réalité. Nous allons avoir deux visions complémentaires. J'ai besoin de votre avis en tant qu'économiste. Est-ce que si on ne fait rien, les statistiques de l'INSEE sont très précises, hein, c'est pas du fantasme, c'est pas de l'idéologie. Je vais vous parler crûment. Est-ce que la facture peut être douloureuse si on ne prend pas les mesures qu'il faut pour repeupler la France avec des cotisants, avec des gens qui contribuent, avec des gens qui participent à l'économie de ce pays? Bonjour, oui, c'est deux questions qui sont délicates. Déjà, la question que vous posez, je ne sais pas si elle a une réponse. C'est-à-dire que vous dites, est-ce qu'il faut repeupler la France, on ne sait pas si c'est possible. Hein. Beaucoup de gens ont essayé sans forcément y arriver. Donc déjà, savoir s'il faut, il faudrait déjà savoir si on peut. Ensuite, il y a un éléphant dans la pièce dans ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, c'est que on nous parle aujourd'hui d'un problème financier qui est majeur. On oublie deux choses. La première, c'est qu'un aggravement de 2 points de déficit d'ici 2070, si on n'avait pas déjà 5 à 6 points de déficit, ce serait presque gérable. Donc il ne faut pas oublier la situation relativement cataclysmique dont on parle d'un point de vue budgétaire, qui doit quand même être un point de départ crucial avant de regarder les dégradations évoquées. Et puis le dernier éléphant de la pièce, c'est le fait que la santé est un sujet qui est proche de la retraite, beaucoup plus difficile. On peut imaginer que des robots vont travailler à notre place. En revanche, les progrès en santé font juste qu'on vit plus longtemps malade, donc ça coûte plus cher. Donc voilà, on a beaucoup de défis devant nous. Je pense qu'ils sont tous gérables si on a le courage de les affronter. Je pense qu'il serait plus facile à gérer si la fécondité repartait. Je pense d'ailleurs que c'est possible, mais je ne pense pas que ça va se décréter ou se manipuler. Certes, mais enfin il y a des politiques publiques, des politiques de natalité que la gauche a considéré comme un petit peu, je vais pas dire pétinisme, mais enfin c'était une forme de vision de la France qui était patriarcale, et donc on a remis en cause, y compris sur le plan fiscal. L'éditorialiste du Figaro mardi dernier, Laurence de Charette, titre La catastrophe qui vient. Elle dit évidemment inversion de la population en 2037, c'est-à-dire demain matin en termes d'économie, et elle ajoute effectivement, et j'en discutais avec Nicolas Pouvremonti, j'allais dire la technicisation de l'économie, l'intelligence artificielle peut-être créer moins d'emplois et donc moins de cotisants et aggraver le phénomène démographique. Est-ce qu'on aura peut-être les deux lames qui vont passer au même moment sur le corps? Oui, et c'est très prospectif, et c'est pour ça que l'INSEE donne des avis qui sont en fait assez techniques en prolongeant des courbes, parce que entre ceux qui vous disent qu'on va vivre 1000 ans, ce qui rend l'équation quand même de retraite un peu complexe. Certes. Et d'un autre côté, l'INSEE qui a abaissé par rapport à 2021 son espérance de vie en 2070, ce qui est cohérent d'ailleurs avec certains pays où ça baisse, on est dans une incertitude qui est complète. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que s'il y a détruit des emplois, ce qui est possible, il n'est pas dit qu'on n'aura pas besoin d'autres. On sait par exemple que pour la santé, pour le soin aux personnes âgées, on va avoir besoin d'une main-d'œuvre qui est colossale. Donc aujourd'hui, on est dans une incertitude qui est énorme. Mais en fait, le sujet, c'est pas celui-là. Il y a deux sujets. Il y a comment on s'adapte quand une incertitude s'amène, et ça j'ai envie de dire c'est un travail normal du quotidien, et il y a comment sur une situation qui est connue, qui est visible, on agit ou on n'agit pas. Je rappelle quand même aux auditeurs, vous avez peut-être déjà parlé, que la dernière fois que la France a été au seuil de renouvellement de la population, c'était il y a 54 ans. Donc quand on tombe de notre chaise en disant à Lyon qu'il y a plus de morts que de naissances, c'est un peu du foutage de gueule parce que c'est quand même très prévisible depuis très longtemps. Donc en fait aujourd'hui la question pour moi est moins de se projeter sur cette question qui est très difficile, où moi je pense que l'intelligence artificielle va pas détruire d'emplois et qu'on va aller au plein emploi comme tous les pays qui ont été comme nous dans une période démographique de baisse qui l'ont été avant nous, avec un chômage qui baisse dans tous ces pays dans le monde. En revanche, ça ne change rien au fait qu'on a un problème très concret qu'on doit régler quels que soient ces paramètres et qu'aujourd'hui on traite
Absolument pas. Vous voyez, 74, dernière année où il y avait un budget à l'équilibre, et là, Thibaut Prébet nous dit 72, c'est ça, c'est ça. En 1972, dernière année où il y a eu un équilibre démographique positif. Thibaut Prébet, les chiffres de l'INSEE nous confirment qu'il y a une bombe tranquille dans la démographie. Le titre de votre livre est tout à fait légitime aujourd'hui. Il est légitimé parce que vous expliquez, je l'ai lu, je me souviens, on avait dit qu'à un moment donné que vous y alliez un petit peu fort peut-être. Nicolas Pouvremonty a pris lui aussi sa part de bois vert dans la gueule. Vos deux analyses s'avèrent plutôt concordantes, même si elles ne partent pas du même calcul. Oui, c'est gentil. C'est vrai que moi, je suis plus démographie que immigration et démographie, mais il y a une réalité très claire qui est le manque de lucidité, qui est lié au fait d'ailleurs que les politiques n'ont pas envie de répondre à ça. Et on voit que les premières réactions à l'orientation des retraites sont dans le déni, c'est-à-dire sont en train de dire les seniors travaillent pas assez, sont en train de dire oh là là mais on n'en sait rien, ou c'est que des hypothèses du Conseil d'orientation des retraites. Et c'est vrai que pour l'instant le sujet est pas traité, mais on sait aussi que les réponses à ce sujet sont pas des réponses faciles politiquement, et que c'est très coûteux pour quelqu'un aussi loin de la présidentielle de donner des réponses fortes. Donc on sait depuis le début que c'est un sujet qui va mobiliser une lucidité que tout le monde emploie et que personne n'a. C'est vraiment le terme de la période, la lucidité. Tout le monde parle de lucidité tout en racontant globalement n'importe quoi. Ce qui est certain, c'est que on va en avoir besoin, que les constats douloureux sont toujours intéressants, mais si je suis honnête, facile à faire, et que par contre la réponse efficace est plus difficile à mener. En tout cas, il est plus difficile d'être élu sur l'idée de la monnaie. Thibaut Prébet, au vu des statistiques que vous donnez dans Démographie Bombe Tranquille, que l'on corroboré par l'étude de l'INSEE et les analyses de Nicolas, la retraite, à moins de saigner la bourgeoisie, les grands capitals, et de les faire cracher leurs tripes, si ça continue comme ça, la retraite à 64 ans, ça serait une revendication de l'extrême gauche. Ça sera 67 ou 70. Dites-moi la vérité. Oui, mais c'est certain. Donnez-moi un chiffre si ça continue comme ça. Ben, si ça continue comme ça, on connaît le déficit, il va augmenter. Encore une fois, le problème c'est qu'on part de beaucoup trop. On serait l'Allemagne, on aura un déficit à 2, je vous dirais, à la limite, si on peut faire le choix politique de se dire qu'on va vers 4,5 de déficit en 2070, ce serait pas la fin du monde. Ce serait oublier la partie santé, qui va être aussi très douloureuse et coûteuse. Mais on pourrait, le sujet d'aujourd'hui, c'est que de toute façon on n'a pas le choix, et limiter nos problèmes de déficit ou de coûts au financement des retraites, c'est le reste. Je donnerais quand même une raison pour laquelle les politiques n'ont pas agi contrairement à nos voisins, et ça peut se comprendre, je le rappelle, c'est qu'on a eu un baby-boom en France majeur, qui a entraîné un chômage de masse majeur, qui a aussi d'autres explications. Je m'en souviens, c'était quand j'étais né. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, il est vrai qu'avec un chômage beaucoup plus élevé qu'ailleurs, c'était assez logique de pas agir sur l'âge de la retraite quand tous les seniors étaient au chômage. Ce temps est terminé, le chômage structurel baisse, l'emploi des seniors remonte, il n'y a plus aujourd'hui aucune excuse pour ne pas agir, donc on peut accepter l'idée qu'on a mis plus de temps que les autres, mais cette excuse, elle est terminée. Maintenant, soit on agit, soit on va laisser le problème de plus en plus grave à nos enfants, avec le risque qu'ils se barrent. Nicolas Pouvremonty, vous entendez le professeur Prébet qui nous annonce des choses très concrètes. Je vais prendre le titre de son livre, je vais vous le retourner. La bombe tranquille, elle va nous péter quand à la figure? Écoutez, on peut dire que c'est une bombe à détonation lente, parce que la difficulté, c'est que... Enfin, elle se précise, là, oui, quand même, je suis désolé. On peut prendre la métaphore de la bombe, on peut aussi prendre la métaphore de la marée descendante, qui, à l'œil nu, évidemment, ne frappe pas d'une seconde à l'autre dans le fait qu'elle descend, mais vous quittez la plage, vous revenez une heure après, vous vous rendez compte que la mer a beaucoup descendu. Il y a des petits tsunamis aussi, quelquefois. Il peut y avoir des tsunamis, absolument. La question qui se pose de manière légitime, c'est la marge de manœuvre du politique sur ces sujets, parce que il est évident que nulle part dans le monde, aucun gouvernement n'a jamais réussi à forcer sa population à faire des enfants. D'abord, aucune démocratie libérale ne peut avoir l'ambition de forcer les gens dans leurs choix les plus intimes. Et par ailleurs, même les régimes autoritaires n'y arrivent pas. Il faut voir ce qu'est l'échec de la politique de Poutine en Russie sur ce sujet, mais on pourrait prendre à peu près tous les exemples de politique nataliste coercitive. C'est quoi la cause? Et je vous pose la question à tous les deux. C'est quoi la cause d'une bonne natalité? Un peuple qui vit heureux, qui a envie de se reproduire, passez-moi l'expression, qui a envie de faire des enfants parce qu'on est heureux dans ce pays, parce qu'on a envie de le partager, parce qu'on s'est dit que la génération suivante va profiter. On sait plus. C'est quoi ce qui donne envie à un peuple de se reproduire et de se pérenniser? C'est très mystérieux, parce que vous savez, le baby boom dont on parlait à l'instant, il n'a pas commencé en 45, il a commencé dans les années les plus sombres de notre histoire. Il a commencé en 42.
la natalité a reparti au milieu de la guerre. C'est une espèce d'instinct de vie. Donc il y a des choses très très peu prévisibles et parfois un peu irrationnelles dans les variations de la natalité. En tout cas, il y a quelque chose qui tient de la volonté de se projeter dans l'avenir, à la capacité parfois, mais au moins la volonté à se projeter dans l'avenir. Ça tient aussi à un certain nombre de changements dans nos modes de vie que j'ai pu évoquer. Mais le fait que le politique ne puisse pas tout sur ce sujet, parce que c'est évidemment un choix intime, ne veut pas dire que le politique ne peut rien. Je pense qu'il y a vraiment deux lignes à tenir en même temps. Non-ingérence, non-indifférence. Non-ingérence parce que personne ne peut prétendre dicter combien d'enfants il faut avoir à qui que ce soit, et non-indifférence parce que le rôle d'un État, c'est aussi de se soucier de l'avenir de sa population, et dans le champ entre le nombre d'enfants que les Français souhaitent avoir et le nombre d'enfants qu'ils ont vraiment, même si le désir d'enfant a baissé ces dernières années, il existe un delta. C'est-à-dire que les Français n'ont pas en moyenne le nombre d'enfants qu'ils souhaitent si on se fie à ce que nous en disent les études. Et donc le champ du politique peut être d'essayer de combler cet écart entre les enfants que les Français souhaitent avoir et les enfants qu'ils ont vraiment. Thibaut Prébet, vous partagez cette analyse ou non ? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, tout ce qui a été dit avant, je suis très d'accord. Moi, j'ai deux sujets. Le premier, c'est que le plus gros changement, pour donner ma réponse avant de commenter la précédente, c'est qu'on a aujourd'hui le choix. Le progrès social a créé des possibilités. On prend pour égoïsme la possibilité d'un choix qui n'existait pas avant. Avec des possibilités techniques, des possibilités de travailler plus longtemps, des possibilités pour les femmes de faire des carrières, d'avoir moins de pression, de pas se faire engueuler par ses parents si on n'a pas 4 enfants. Et donc, en fait, on taxe d'égoïsme l'existence d'un choix qui n'existait pas avant. Et pour vous répondre, par exemple, des pays qui ont tenu une forte fécondité comme l'Égypte en empêchant les femmes de bosser n'est pas un grand progrès. Si on prend le désir d'enfant, moi je suis un peu plus circonspect parce que dans la dernière étude de l'INED, il ressort à 1,9 chez les femmes de moins de 30 ans. On a aujourd'hui une fécondité de 1,56. Si on la corrige de ce qu'on appelle l'effet de tempo, c'est-à-dire le fait que comme il y a un allongement de l'âge auquel on fait des enfants, on sous-estime un peu la fécondité, on arrive d'après mes calculs qui correspondent aux travaux de Bogart, c'est fini à 1,70. Vous voyez, 1,90-70, vous enlevez les gens qui sont totalement infertiles, les gens qui arrivent pas à se trouver en couple, parfois même l'effet de moyenne, parce que si vous voulez pas autant d'enfants que votre conjoint, on prend plutôt le minimum. Je trouve à titre personnel que la marge qui reste est très faible, et je comprends que le politique se dit, c'est plus sexy de dire on va permettre de réaliser le désir d'enfant que de dire il faut augmenter le désir d'enfant. Mais moi qui ne suis pas pour les politiques natalistes, je dirais qu'il y a plus de chances à essayer de me faire augmenter le désir d'enfant que à de le faire réaliser, sachant de toute façon, si vous donnez des bonnes conditions pour avoir un enfant, en fait, ça le fera tout autant augmenter que de le faire se réaliser. Donc je pense que c'est plus une différence sémantique qu'une différence fondamentale. Mais c'est vrai que je trouve que dans le débat public, cette idée que le désir d'enfant est très contraint par rapport aux chiffres, pour moi, le gap est relativement légitime et je suis pas tellement sûr qu'on ait une marge. Désolé pour cette réponse un peu longue. Non, très précise et qui va d'ailleurs engendrer une réélection de Nicolas Pouvremonti, qui, pour peupler la France dans 50 ans, vous restez avec nous, vous nous appelez. Nous avons Betty qui nous appelle d'Avignon, à qui on donnera la parole. On assiste à un débat historique entre Nicolas Pouvremonti et Thibaut Prébet. En plus, ils ont raison tous les deux, ils ont peut-être tort, je sais pas, mais enfin, en tout cas, ils ont des positions extrêmement... Non, mais attendez, comme quoi il y a un vrai sujet, et je pense qu'effectivement, je prends conscience à l'instant qu'il est que ce sera un débat qui sera au cœur de la campagne présidentielle. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. On retrouve Nicolas, Thibaut et Betty dans quelques minutes. 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h47. J'ai deux pointures de la question démographique à l'antenne. Nicolas Pouvremonti qui est en studio, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, et puis Thibaut Prébet, économiste, auteur de La démographie bombe tranquille. Thibaut Prébet, vous saviez pas quel titre vous choisissiez quand vous avez fait ce livre, parce qu'aujourd'hui les chiffres de l'ANSEE non seulement vous donnent raison, mais vous nous indiquent qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes. Nous avons Betty qui nous appelle d'Avignon. Bonjour Betty. Bonjour à toute l'équipe. Voilà, bon, la démographie, c'est un sujet pour vous, je suppose, évidemment, Avignon notamment. Oui, en fait, moi personnellement, je suis pas trop d'accord avec ce que disaient vos collaborateurs, parce que mes invités. J'ai pas encore l'honneur d'être leurs collaborateurs, ce sont mes invités. Oui, excusez-moi, invités. Je pense au contraire que je pense pas que ça va diminuer, je pense que ça va augmenter. Enfin, peut-être pas augmenter tant que ça, mais rester assez stable. On parle de la population française. Oui, en parlant de la population française, oui. Vous pensez que l'INSEE se trompe? L'INSEE se trompe dans ces chiffres? Écoutez, moi, je suis pas experte, mais mon avis personnel, oui, ça ne va pas diminuer tant que ça.
Thibaut Prébet, je vous redonne la parole. Les chiffres de l'INSEE sont incontestables ou Betty peut avoir raison de dire c'est pas obligatoire? Si vous voulez, il y a deux sujets. La première, c'est est-ce qu'il peut y avoir un fort rebond de la natalité? Ce que prouve l'expérience, c'est que sur 195 pays au monde, il y en a 185 qui ont connu une baisse de leur fécondité dans les 5 dernières années. Donc il y a quand même pas beaucoup d'éléments qui laissent supposer qu'on pourrait subitement avoir une hausse de la fécondité. Moi, je pense que la fécondité remontera au bout d'un moment, quand la hausse de l'âge à la maternité montrera que ça devient une galère et que se transmettra d'un point de vue social l'idée qu'il faudra faire des enfants plus jeunes, mais ça, c'est un scénario auquel je crois, mais pour dans 20 ans. À court terme, je vois aucune raison. Donc à partir de là, il y a deux possibilités pour que la population monte, soit qu'on vive beaucoup plus longtemps, donc c'est possible avec l'IA. Je sais pas comment on finance ça, mais c'est une possibilité, mais c'est optimiste, mais pourquoi pas. Et l'autre possibilité, c'est qu'on ait une migration qui augmente énormément, ce qui me semble pas très réaliste non plus. Donc j'aurais tendance à dire que le scénario de l'INSEE, pour moi, qui suis plutôt statisticien de formation, j'ai pas tellement de raison de considérer qu'il est faux, mais je respecte votre point de vue. Nicolas Pouvre-Monty, est-ce que ce chiffre-là peut un jour évoluer, ou est-ce qu'un phénomène peut faire en sorte que finalement ça s'inverse? Écoutez, j'espère que Betty aura raison et que l'INSEE aura tort. Je pense néanmoins que la poursuite de la baisse de la fécondité et de la baisse des naissances dans les années qui viennent et sans doute dans les toutes prochaines décennies est quand même très probable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien y faire. Il y a un cycle très fort, un cycle structurel qui est effectivement celui qu'on vient de décrire. En matière de démographie comme en matière économique, on peut mener ce qu'on appelle des politiques contracycliques qui ne vont pas forcément faire augmenter de 50% l'indice de fécondité du jour au lendemain, mais qui vont à minima freiner la baisse et peut-être demain contribuer à un réamorçage de la fécondité qui aura évidemment d'autres raisons que les choix politiques. Ce que disait tout à l'heure Thibaut Prébet sur le fait... une petite divergence avec lui. Oui, non, mais je suis par ailleurs assez d'accord avec ce que disait Thibaut Prébet quant au fait que les principales... On surjoue un peu le truc, bien sûr, mais et par ailleurs ce que disait Thibaut sur le rôle essentiel du changement dans les modes de vie, dans les conditions de vie, et y compris dans les conditions de maîtrise ou non de la procréation, il est évident que ça fait partie des causes structurelles qui font effectivement que depuis le milieu des années 70, on n'a pas dépassé le seuil de renouvellement des générations qui est à 2,1 enfants par femme. On y était quasiment en 2010, on était à 2,03, mais effectivement on n'est jamais repassé au-dessus. Sur la question du désir d'enfant qui est évidemment centrale, là on touche sans doute aux limites de ce que peut faire le politique. Le politique peut accompagner, le politique ne peut pas dicter les choix en la matière. Et d'ailleurs les politiques de communication / propagande sur le sujet au niveau mondial ne marchent pas très bien. Ce qu'on sait néanmoins, et on l'a vu ces dernières années, c'est que certains choix politiques de politique familiale peuvent accélérer une baisse de la fécondité ou peuvent peut-être demain, si on fait l'inverse, contribuer à la ralentir ou à l'augmenter. Typiquement, il a pu être établi que le choix mené sous François Hollande de corréler le montant des allocations familiales aux revenus, ce qui n'était pas le cas auparavant, on a rompu avec le principe d'universalité des allocations familiales, ça a eu un impact mesuré sur la propension des foyers comptant au moins un cadre d'avoir ou non un enfant supplémentaire. Donc évidemment, ça n'explique pas toute la marée descendante, mais l'action politique n'est pas complètement neutre. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux? Vous êtes déjà rencontrés, Thibaut Prébet et Nicolas Pouvre-Monty? Je n'ai pas encore écoutez, je pense qu'il serait bien que vous vous mettiez un jour ensemble autour d'une table, que vous échangiez vos expertises. Je veux bien vous inviter à déjeuner ou vous m'envoyez la facture, mais je pense que votre rencontre concrète apporterait beaucoup à ce sujet sur la démographie. Parce que vous avez l'air de connaître votre dossier par cœur et ce que vous dites me semble particulièrement pertinent. Nous avons Hervé qui nous appelle d'Antony. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, vous êtes inquiet par la démographie en baisse ou vous êtes comme Betty, vous considérez que non, ça va s'arranger? Oui et non, parce que je suis à la fois géographe et historien, et j'ai enseigné tout ça, et donc moi j'avais été surpris de voir que le baby boom il commençait non pas après 1945 mais en 1942. C'est bien l'époque que c'est totalement irrationnel. Tout à fait. Donc d'autre part, si vous voulez, je me souviens aussi avoir enseigné, maintenant j'ai plus les chiffres en tête, mais il y avait des projections qui avaient été faites dans les années 1930, parce que il y avait une baisse terrible de la fécondité, la natalité, et il était prévu que la population, c'est ce qui a été dit, il était prévu que la population française disparaisse en 1992. Donc si vous voulez, les prévisions comme ça, au bout d'un moment, je n'y crois plus trop. Jean Jaurès a dit que la France pouvait pas disparaître. Alors c'était sur d'autres paramètres. Je donne la parole à Thibaut Prébet. Est-ce que la population française peut un jour disparaître, tout simplement? Non, j'aurais deux choses à dire par rapport à ce que vous dites, monsieur. La première, c'est que la première raison de baisse de la fécondité, peut-être pas jusqu'au niveau actuel, c'est la baisse de la mortalité. C'est-à-dire quand on a moins de décès, on fait moins d'enfants. Et à contrario, quand on a beaucoup de décès, on fait plus d'enfants. Et donc si vous dites qu'en fait c'est la mortalité qui lead quelque part la fécondité, l'idée que pendant une guerre où il y a beaucoup de morts, la fécondité puisse repartir est en réalité
plus logique que ce qu'on pourrait penser quand on a compris ce cheminement entre les deux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai envie de vous dire, monsieur, moi, je pense que pour une fois, on se trompe peut-être complètement en disant que la fécondité va baisser, que les populations vont baisser, mais comme les politiques prennent toujours des scénarios trop optimistes pour finalement se retrouver en catastrophe budgétaire, si pour une fois, on base nos scénarios sur des hypothèses qui sont pas très alléchantes, ce qui nous permet de travailler correctement et en cas de bonne surprise de faire mieux, eh ben on survivra. Voilà. Donc j'espère qu'on se trompe tous, mais qu'on va faire preuve de prudence pour qu'en cas de bonne surprise, on soit mieux que prévu et pas l'inverse. Bon, Nicolas Pouvremonti, si je comprends bien la devise de la France, ça va être naître ou ne pas naître, that is the question. C'est ça? En tout cas, on peut dire avec Jean Baudin qu'il n'est de richesse que d'homme, mais de fait, la capacité du pays à se projeter dans son avenir économique, dans son avenir collectif, dépend assez largement de son avenir populationnel. Et sur cette question-là, je pense il faut se garder à la fois de la pensée magique, c'est-à-dire cette idée que demain un programme politique précis peut faire qu'on retrouve un niveau de naissance qui serait celui de 1950, et dans le même temps il faut aussi se garder d'une forme de fatalisme, et les responsables politiques se sont parfois convaincus que sur ce sujet il n'y avait pas grand-chose à faire, parce que finalement c'est des choix privés, c'est vrai que c'est des choix privés, les politiques familiales ne marcheraient jamais, absolument jamais. Évidemment, la marge de manœuvre est étroite. Évidemment, une part de ces dynamiques échappe aux prévisions. Et là où monsieur a raison, c'est que toutes les projections démographiques, par nature, sont vouées à se tromper. Il n'en demeure pas moins qu'on sait vers où on va. Et on a quelques idées de ce qu'on pourrait faire pour que la pente soit moins mauvaise que celle qui s'annonce. Hervé est géographe et historien, donc il a une vision plus... Hervé, écoutez, mais merci d'avoir apporté cette pierre à l'édifice ou ce grain de sable dans la machine. Merci Thibaut Prébet, démographie la bombe tranquille. Merci Nicolas Pouvremonti. Merci à vous. Immigration, mythe et réalité. Je vous convoque tous les deux à défaut d'un déjeuner pour que vous vous rencontriez, certainement pour une prochaine émission, parce que je pense que ces sujets vont ouvrir beaucoup de perspectives, beaucoup de commentaires, et qu'on aura besoin de beaucoup de tâches. À demain sur Sud Radio. Vous nous retrouvez à la Motte Beuvron, parce que je serai en direct du salon de la chasse, les chasseurs et les chasseresses. Il y aura Willy Schran, ça va être un débat passionnant. Et puis au 0826 300 300, vous pourrez bien sûr nous appeler. Et puis là, je vous laisse avec Brigitte Lahaye qui va nous parler démographie, mais certainement sous le signe de l'amour. Merci à tous les deux, merci à tous les trois. À demain, bonne journée. Merci beaucoup. 12h, la France dans tous ses états.